Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer Stan Leloup de Marketing Mania. C'est une interview qu'on m'a beaucoup demandé par le passé, donc je suis très content d'avoir pu la faire. Alors, il y aura quelques petits bugs audio, enfin ça saute un petit peu l'audio pour des raisons techniques totalement indépendantes de ma volonté, mais tu verras, c'est tout à fait compréhensible et je parle très peu, je laisse Stan parler dans la vidéo, donc ça va pas te poser de problème. Juste avant de te laisser écouter tout ça, je voudrais te prévenir si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services de manière générale, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien en description pour t'inscrire et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une technique, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Donc tu cliques sur le lien en description ou alors sur le i sur YouTube. Bonne vidéo. Salut Stan. Salut Yann, Comment est-ce que tu vas? ça va bien et toi? Bah, ça va super. On fait toujours semblant au début qu'on ne s'est pas parlé auparavant Ouais, dans ce genre d'interview, mais ça fait c'est toujours un ça, peu mais quand rire. tu fais une interview de podcast, t'appelles quelqu'un et tu lui as jamais parlé et boum, directement t'enregistres, tu vois, c'est ça C'est l'impro, ça. c'est ça être un Mais professionnel de l'audiovisuel. toi, tu as l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude. Je fais jamais d'interview. Mais là, pour le coup, quand j'ai su que j'avais l'occasion de t'interviewer, je me suis dit, je vais pas passer à côté de cette occasion. Donc, merci à toi d'être là. C'est vraiment cool. Bah, merci de m'inviter, tu sais, voilà, moi j'essaye de parler à pas mal de gens en ce moment par rapport à mon livre qui sort, donc Ouais. c'est cool d'avoir l'occasion, tu vois, de parler un peu à différentes personnes, différentes communautés. Ah, carrément. Bah, écoute, est-ce que tu peux, c'est la question bidon par laquelle on commence toujours, mais est-ce que tu peux te présenter pour les deux, trois personnes qui n'auraient jamais entendu parler de toi? Il y a vraiment deux, trois personnes, mais c'est pour elles. Ouais, il doit y Faut en penser à avoir. elles. Il doit y en avoir. Donc, je m'appelle Stan Leloup. Les gens me connaissent aujourd'hui surtout pour une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania sur laquelle je fais des analyses marketing. Donc, je vais essayer de prendre des exemples intéressants, parfois des films, parfois des exemples qui viennent de la pop culture, pour analyser et pour comprendre quels sont les principes marketing qui sont derrière que tu peux appliquer dans ton business. Donc, la promesse de mon site et de ma chaîne YouTube, c'est comment est-ce que tu peux utiliser la psychologie humaine pour gagner de l'argent. C'est-à-dire comment est-ce que tu peux décomposer tous ces exemples que tu vois dans ta vie courante pour comprendre quels sont les principes psychologiques derrière et comment est-ce que toi, tu peux utiliser ces propres principes dans ton activité. Donc, j'ai la chaîne YouTube qui est là où le plus grand nombre de personnes me suivent. Là, on va atteindre juste les 300 000 abonnés sur YouTube. Le Énorme. podcast qui s'appelle aussi Marketing Mania et le site qui s'appelle marketingmania.fr. Plus de 13 millions de vues maintenant, c'est ça à peu près? C'est juste énorme. Ouais, on doit avoir dépassé les 13 millions de vues sur la chaîne. Et en fait, je vais te raconter un petit peu le truc. C'est que la Ouais. raison pour laquelle je suis au quotidien aujourd'hui mon nombre d'abonnés, c'est que du coup, je sors un livre. Peut-être que j'aurais dû dire ça dans mon introduction. Je suis en train de sortir un livre qui s'appelle Votre empire dans un sac à dos et qui te parle de psychologie humaine, de comment tu peux analyser les besoins humains pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner ta vie depuis ton ordinateur. Et sur le livre, bah, du coup, il fallait mettre un truc un peu preuve sociale. Tu vois, donc j'ai Ouais, mis ouais, ouais. Stan Leloup, créateur de Marketing Mania, 300 000 abonnés. Parce que le truc, c'est que si tu mets 290 000 abonnés et quand dans 6 mois, tu en as 320, c'est un peu C'est bizarre. Tu vois. ça. Alors que si tu C'est mets ça. 300, c'est un peu un chiffre rond et c'est valide plus ou moins jusqu'à arriver à 400. Tu vois, donc c'est pas vite. Je me dis, bon, ok, Tu vas vite les 300, c'est dépasser, bon. mais Ouais, on va y arriver. Il faut mettre un truc. Tu vois, sur le livre, ça va être imprimé. Donc, 300, je me dis, c'est un chiffre rond. Si tu as 350, ça paraît pas absurde d'avoir mis 300 sur ton livre. Mais le ouais. truc, c'est que on y craque. C'est qu'au moment où on se parle, le livre sort dans. Normalement, ça devrait passer, tu vois, mais je pense que le moment où mon livre va sortir, j'aurai genre 301 000 Ouais, abonnés, ouais, tout ouais, ce pile. sera pile. Donc, ça sera Mm. tout pile. Mais au final, c'est plutôt élégant, tu vois, de se dire. Le truc, c'est que si je m'étais pris une grosse claque et que tout d'un coup, ma croissance diminuait, j'étais en dessous et j'avais l'air débile. Ouais, et tu peux pas changer sur un livre le Ouais, nombre c'est. d'abonnés comme sur Internet, c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours rapidement parce qu'il y a des choses moi qui peuvent vraiment intéresser aussi ma communauté. Alors toi, tu as fondé Marketing Mania il y a combien de temps maintenant? Donc, le départ du site Marketing Mania en tant que tel, c'était début 2015. Ok. Et je dis en tant que tel parce que la première itération de Marketing Mania était assez différente de ce que je fais aujourd'hui. Ok. Tu avais une agence depuis. Moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est que, tu vois, alors, tu as commencé dans la séduction, on va y revenir par la suite. Et par la suite, tu as créé une agence de pub et tu as commencé de pub Facebook. Dis-moi si je me trompe. Et tu as commencé à ce moment-là à faire des podcasts, à créer du contenu. Et tu es passé à un modèle donc de formation en ligne. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des agences digitales. Dans mon audience, qu'est-ce qui a fait que tu es passé à ce modèle plus de formation en ligne? C'est une question de scalabilité? Donc, mon idée d'origine, c'était d'avoir un service
productiser. Donc, je voulais avoir un service, Ok. c'est-à-dire je vais faire une agence, je vais avoir un service bien spécifique avec des process, avoir mon staff, faire entrer des gens, etc. Et avoir un truc très carré. Je n'avais jamais voulu faire une agence, tu viens me voir, on discute et je fais ton Ouais. projet. Tu vois, c'était vraiment, je voulais avoir un projet très carré. Donc, assez rapidement, j'ai convergé vers la pub Facebook comme service parce qu'il y avait beaucoup de demandes sur ce sujet. Moi, Mhm. j'en avais fait euh, presque par hasard, en fait. J'étais tombé dans des projets de pub Facebook via un ami qui m'avait recommandé des gens. Et donc, du coup, je faisais de l'acquisition de prospects pour certaines entreprises. Donc, du coup, c'était un truc que j'avais développé la compétence. Je me suis dit, tiens, ce truc-là qu'on fait avec des personnes et on fait 2 000 € par mois sur ses clients, Mhm. grosso modo, tu as un one-shot. Si je peux le processiser et je peux le rendre carré, je peux aller démarcher des clients et acquérir des trucs, je peux monter derrière mon équipe qui va faire le service. Et moi, je peux monter ça en termes comme boîte, quoi. Sachant qu'à cette époque-là, si tu veux, moi, j'avais déjà mes formations de séduction qui tournaient, etc. Donc, en fait, je partais pas vraiment de zéro. Et ce qui m'intéressait, c'est de monter un truc plus gros qui pouvait scaler sur du service productisé. Donc, vraiment avec un process très solide. Et c'est aussi une des forces de la pub Facebook, c'est que par rapport aux campagnes que moi, je faisais en pub Facebook, je pouvais vraiment dire, OK, voilà, à 14 jours, on va checker telle métrique, telle métrique, telle métrique. Voilà Mhm. comment on va faire un rapport, etc. Donc, j'ai commencé à mettre ce projet-là en place. Et ce qui s'est passé, c'est que ça marchait. J'arrivais quand même à commencer à acquérir quelques clients. J'avais plutôt une bonne traction à ce niveau-là. J'avais derrière commencé à recruter des gens. Ils avaient arrivé opérationnels sur les campagnes, etc. Mais le truc, c'est qu'en fait, je me retrouve au bout de 3 mois et mon truc commence à décoller. Et Mhm. en fait, je découvre que mon travail, c'est d'être au téléphone toute la journée et de faire la relation client. Parce que, en gros, j'ai recruté des gens pour faire mes campagnes. Donc maintenant, il faut que je fasse rentrer un maximum d'argent. Donc, il faut que je prospecte un maximum. Et j'arrive à prospecter, les gens prennent mes appels, je les ai en téléphone, etc. Mais maintenant, je suis au téléphone toute la journée avec des gens qui, à la limite, la pub Facebook, ils ne savent pas ce que c'est. Et Ouais, c'est moi qui vais c'est les utile. convaincre que c'est un truc qui peut leur servir. Et souvent, ça marchait. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'arrivais à les convaincre que ça pouvait être intéressant, notamment par rapport à la manière dont je travaillais. Souvent, je pouvais leur garantir certains résultats en Mhm. termes de coût par prospect. Donc, je veux dire, vous ne paierez pas plus de X par prospect. Donc, c'était une offre qui était assez efficace. Et au moins, pour des petits projets tests, j'arrivais à mettre le pied dans la porte, etc. Donc, ça fonctionnait d'un point de vue business. C'était une bonne idée. Et c'est un modèle qui est solide. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont fait des agences pub Facebook sur le même modèle que ce que je faisais à l'époque et qui ont eu du bon succès avec. Mais le truc, c'est que moi, en fait, je me suis aperçu au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, je me suis aperçu que j'étais en train de construire un truc où j'allais être pendant au moins 3 ans monsieur relation client au téléphone toute la journée. Ce Ouais, n'était pas ma d'accord, ok. force, c'était un peu épuisant pour moi et ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Et en fait, pour le coup, faire les campagnes Facebook, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais évidemment, quand tu as une agence et que tu as ces ambitions que j'avais de le scaler, ça n'a aucun sens pour toi d'être Mhm. en train d'optimiser tes pubs Facebook et en train de faire des variables sur des images. Tu vois. Au contraire, tout ton travail, c'est d'acquérir les clients et de recruter derrière et de former, etc. Donc, tu es entièrement dans un rôle managérial. Et potentiellement, tu peux imaginer que quand ton entreprise aura scalé et aura atteint une maturité, tu peux remplacer ce rôle, en gros, d'avoir des account managers, d'avoir des gens qui vont manager ce truc en entrée. Mais, et je connais plein de gens qui ont fait ce parcours, en fait, tu as 3 ans de grattage pour en arriver là. Tu vois, tu as Ouais, un c'est ça. gap entre je commence, je suis consultant indépendant, je fais mes projets tranquillou, et le truc où je suis patron d'agence et j'ai un truc qui tourne, et puis moi, je vois le big picture, c'est ce que tout le monde a envie de faire. Mais entre les dents, tu as 3 ans de grattage où tu n'as pas encore assez de budget pour avoir des gens, parce que une personne qui est là et qui est capable de manager ces comptes que j'avais, bah, il faut que je la paye vachement cher pour qu'elle n'aille pas manager des comptes chez quelqu'un d'autre ou qu'elle ne le fasse pas à son propre compte, tu vois. Et donc, en gros, entre les deux, il y a toute une partie où c'est toi qui vas devoir remplir ce gap. Et j'étais pas prêt forcément à le faire. Et c'est à partir de là où je me suis dit, il faut que je bascule sur un autre modèle. Au départ, ce que j'ai fait, c'est que simplement, je me suis dit, OK, j'abandonne mes ambitions. Pour le moment, je veux juste faire du consulting. Je vais payer mes factures en faisant ça. Je vais faire du consulting, pub Facebook. Tu veux faire de la pub Facebook, tu viens me parler, je fais tes campagnes et on est content. C'était beaucoup plus facile parce que pour le coup, je n'ai même plus la pression de scaler to Mhm. the moon. Je peux choisir mes clients. À ce moment-là, je commençais à faire du contenu. J'avais du contenu sur la pub Facebook, j'avais mon podcast. Donc, les gens venaient me voir, les gens savaient un peu qui j'étais. J'étais connu dans le milieu de la séduction. Donc, j'avais dans certains infopreneurs des gens qui me connaissaient, qui venaient me voir. Donc, tu vois, je pouvais avoir un truc et du coup, diminuer mon stress par 10, diminuer le temps passé au téléphone par 10, mais diminuer aussi mon potentiel pas mal. Parce que pour le coup, bah voilà, je me recentre là-dessus. Mais je suis consultant. Maintenant, je peux prendre une partie de mon temps pour investir encore plus de temps dans mon contenu, voir ce que ça donne. Ça semble intéresser les gens. Et c'est de fil en aiguille comme ça que je suis arrivé à faire de la formation. Mais ça a pris du temps entre le moment où Marketing Mania a été créé et le moment Ouais. où je me suis dit, OK, je vais faire de la formation en ligne parce qu'au départ, ce n'était pas mon idée initiale. Ouais. Donc ça a été un hasard pratiquement pour toi en fait voilà de ce modèle de formation en ligne. À hasard et non, dans le sens où, en fait, quand tu as fait des formations en ligne dans le marketing, dans la séduction
et quand tu as du Ouais, succès dans la d'accord. séduction, tu dis, bah, l'évidence, c'est d'aller faire des formations dans le marketing. Il y a Mmh. beaucoup de gens que je connaissais à l'époque, enfin, tous les gens un petit peu aujourd'hui qui tournent dans le milieu de la formation en marketing, c'est des gens que je connaissais à l'époque qui souvent ont commencé dans un autre domaine et qui ont transféré là-dessus. Ouais. En fait, c'est un peu une évidence, tu vois. En termes de décision, c'est clair que beaucoup de gens le font ça. Moi, j'avais pas envie de le faire. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, en gros, j'avais deux aspects à ma réflexion. Le premier, c'était euh, je voulais faire un truc qui était différent de ce que tout le monde faisait et je voulais pas juste faire une personne de plus qui te vend des formations sur comment devenir riche sur Internet. Tu vois, je voulais Ouais. pas faire ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais plutôt faire un service et une agence et ça va être un truc sérieux. Et d'ailleurs, je pourrais monter une vraie équipe et on aura de la vraie force de frappe. On pourra faire des trucs, on pourra faire du logiciel, etc. J'avais un peu plus ce modèle de me dire, euh, j'ai pas envie forcément de travailler avec des gens qui sont débutants. J'ai envie de faire un truc qui est pointu. Et je pense pas que je puisse faire un truc vraiment nécessairement pointu euh, comme ça d'entrée de jeu. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon agence pour générer des clients pour mon agence. J'ai fait du contenu. À force de faire du contenu, j'ai attiré une audience. Et à Ouais. un certain moment, je me suis dit, bah, qu'est-ce que les gens veulent de moi, quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Puisque de toute manière, en tant que consultant, j'avais atteint ma limite. Tu vois, ça avait plus de Mmh. sens d'essayer d'avoir plus d'audience puisque j'avais atteint ma limite en termes de clients, en termes de volume de clients que je pouvais avoir. Donc, je me dis, bah, qu'est-ce que les gens veulent? Tu vois, qu'est-ce que ça intéresse? Et à un moment donné, je veux dire, c'est bien de ne pas vouloir faire un truc, mais je me suis dit, bah, tiens, ça se trouve, les gens veulent de la formation. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi l'idée de formation la plus pointue que je pouvais imaginer, sur laquelle j'avais une vraie légitimité, mais qui était la plus éloignée possible de je vous apprends à devenir riche sur Internet. Ouais. Donc, je vais aller faire du copywriting. Je vais te dire, OK, aujourd'hui, tu as déjà un business, tu as déjà une audience, tu as déjà du cash flow. Je vais t'apprendre comment faire du copywriting pour optimiser ton revenu. Pas un truc du tout qui va parler aux débutants. Et j'ai fait ça et je l'ai lancé et ça a marché. J'ai fait une prévente dessus, ça a marché. Donc, tu vois, j'avais pas du tout de confiance que ça allait se vendre en fait. J'ai fait une prévente en disant voilà, si ça vous intéresse, achetez-le. Et si j'ai X ventes, je le ferai. Et du coup, bah, vous l'aurez au fur et à mesure chaque semaine, tu vois. Et vous aurez le truc qui sera fini dans 3 mois, par exemple. Et donc, du coup, je l'ai lancé en prévente, ça a marché. Et je me suis dit, bah, tiens, OK, la formation. Évidemment, une fois que maintenant tu as une formation qui marche, tu te dis, est-ce qu'il y en a une deuxième qui va marcher, etc. Et tu vois, et de fil en aiguille, j'ai trouvé ça. Mais en fait, j'ai un peu réinventé la roue de manière Ouais. débile parce que tu peux dire, c'était évident que c'était un business model qui allait marcher, c'est un truc qui est prouvé, c'est un modèle qui marche. Mais je voulais pas forcément le faire. Et donc, du coup, en fait, je suis retombé un peu dessus, de fil en aiguille, Mmh. euh, parce que en fait, c'était là où les gens m'attendaient. En fait, c'est là Ouais. où moi j'ai une valeur ajoutée, c'est sur le contenu, la manière d'expliquer les choses. Forcément, j'ai pas mal de sources, j'ai pas mal lu, et c'est là où les gens m'attendaient, c'est là où les gens retrouvaient. Et donc, presque en voulant faire une agence, bah, je me suis retrouvé à faire de la formation, qui était évidemment ce que je faisais avant dans la séduction. Et tu penses que c'est quelque chose qui est pour tout le monde? C'est-à-dire que est-ce que tu recommanderais à tous les prestataires de services, freelance, etc., de passer sur un modèle de formation ou est-ce que c'est adapté à un certain type de personnalité, etc., le fait de créer du contenu, de créer des formations en ligne? Est-ce que tu Je dirais pense aux que gens ça, de faire le raccourci, voilà, de ne pas perdre du temps comme, enfin, comme toi, tu en as perdu finalement avec les différentes erreurs avec ton agence? je pense pas. D'abord parce que si tu veux, tu peux pas forcément toujours prendre le raccourci. C'est-à-dire que euh, les formations en ligne que je fais, la raison pour laquelle elles sont différentes et la raison pour laquelle mon truc a marché, c'est parce que j'ai développé aussi un point de vue unique par le marché. Et ça part de tout mon parcours, que ce soit dans la séduction, que ce soit en tant que consultant. Tout ça, ça m'a permis de développer un point de vue qui est unique et qui va parler aux gens sur le contenu que je produis. Donc, le truc, c'est que les gens qui se disent, OK, demain, je vais créer du contenu sur comment monter un business en ligne, Ouais, mais tous les infos qu'ils ont, c'est qu'ils ont vu des personnes qui font des vidéos sur comment c'est monter ça. un business en ligne. Ils n'arrivent pas à percer parce que du coup, ils t'apportent rien de différent des gens qui sont déjà établis parce qu'ils n'ont pas de point de vue qui est unique. Moi, je suis arrivé avec un point de vue qui était déjà très unique parce que j'avais passé pas mal de temps à le pratiquer. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important. Deuxièmement, la formation, c'est pas adapté à tous les business et je pense que l'idée que j'avais initialement de service productisé, c'était une bonne idée. Et honnêtement, je pense que si j'avais commencé, tu vois, si j'avais pas eu la séduction avant et si j'avais pas vécu ce truc de pendant quelques années, j'avais vécu de mes formations en séduction et donc du coup, j'avais compris ce que c'était que ce style de vie, et que j'avais commencé directement sur la pub Facebook et que j'avais eu de l'attraction, des clients qui venaient vers moi, j'arrivais à mettre en place des campagnes, etc. Effectivement, c'était pas facile, tu vois, je galérais un peu au quotidien, j'étais au téléphone, etc. Et je dirais que j'avais une certaine douleur personnelle ou un certain niveau de stress. Si j'avais commencé là à partir de zéro, je l'aurais fait, tu vois. Et j'aurais traversé le truc et j'aurais monté une bonne petite agence ou une bonne grosse agence potentiellement, tu vois, si j'avais eu du succès de marketing, productisé avec des process, etc. derrière. Et ça aurait été super bien. Et je pense que
par beaucoup d'aspects, le côté productisé et le côté formation, ils se regroupent dans le sens où ce que tu veux vendre, ce n'est pas du cas par cas, mais c'est un produit. Et que ton produit, ce soit une formation en ligne ou que ce soit un service avec des procédures qui est délivré par ton équipe, ça revient plus ou moins au même. Évidemment, la différence, c'est qu'il y en a un qui demande plus de management que l'autre, mais il y a aussi le processus de mise en place. Tu pourrais dire, OK, la formation, c'est cool parce qu'en jour 1, tout peut être automatisé, alors que si tu fais un service productisé, ça va être automatisé au bout de 3 ans, mais tu auras 3 ans de galère. Mais je pense que c'est faux parce que dans tous les cas, si tu imagines qu'en jour 1, tu vas vendre des formations de manière automatique, tu te mets le doigt dans l'œil. Et une des raisons pour laquelle moi, j'ai pu vendre des formations de manière automatique assez rapidement, c'est parce que j'avais passé déjà 2 ans à avoir monté mon audience et 5 Ouais. ans à faire du business en ligne. Et Tu donc, savais du coup, comment tu faire, vois, quoi. toute cette galère, elle a été mise quelque part, tu vois. Et c'est pas sûr que tu puisses prendre le raccourci sans en payer le prix. Donc, je pense que dans tous les cas, il faut passer du temps. Pour les gens qui sont consultants, je pense que, en tout cas, si les gens ont envie de développer leur échelle d'action et leurs revenus, je pense que se renseigner sur tout le côté de service productisé, de comprendre comment fonctionnent des process, de comment fonctionne une équipe, de comment déléguer, ça a beaucoup de valeur. Et tu te retrouves en fait dans une position similaire à la mienne, c'est-à-dire, OK, mon job aujourd'hui, c'est de faire rentrer des clients. Et le contenu peut être une partie de ça, la prospection peut être une partie de ça, la pub peut être une partie de ça, il y a différents éléments, mais tu te retrouves de toute manière à être un marketeur en chef de ton entreprise avec derrière un système qui soit humain ou qui soit automatique pour livrer ton produit. Et je pense que c'est plus important de réfléchir à ton client et la valeur que ton client veut et à ce qu'il a envie d'acheter plutôt que de dire, OK, moi, je veux absolument faire de la formation. Bien Moi, j'ai sûr. fait de la formation parce que voilà, quand j'ai fait une prévente, les gens l'ont acheté, mais j'étais totalement prêt à faire autre chose. Et Hmm. à l'origine, je pensais que j'allais faire autre chose. C'est marrant que tu parles de raccourcis parce qu'on se rend très vite compte sur YouTube, tu vois, que dès qu'on parle de hacks, d'astuces, etc., ça cartonne. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que justement, tu as réussi à construire une audience en allant au-delà de ces lambeaux qui sont loués à la journée. Est-ce que ce livre que votre empire dans un sac à dos, est-ce que c'est finalement pas un moyen d'éduquer les gens sur le fait que la vente, enfin la psychologie humaine ne change pas et c'est sur ça qu'il faut se reposer plutôt que sur des hacks et des astuces. Est-ce que t'as pas une telle taille, t'as pas atteint une taille tellement importante qu'aujourd'hui tu es en capacité d'éduquer entre guillemets le marché justement sur ces notions de base, enfin notions de base qui ne sont pas tant de base d'ailleurs, mais sur, voilà, sur la psychologie de la vente, etc., qui sont des choses que les gens n'ont pas forcément envie de creuser parce que c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est ça la mission derrière ce livre finalement? Carrément. C'est le grand message du livre pour deux raisons. D'abord parce que c'est en fait le message que moi je pousse depuis des années. Et c'est un message que j'ai commencé à adopter euh, grosso modo en 2016, quoi, 2016, peut-être fin 2015, début 2016, j'ai commencé à vraiment à pousser cette idée que si tu voulais réussir, il fallait vraiment analyser les fondamentaux de la psychologie humaine. Et c'est ça qui a donné des innovations plutôt que de copier des stratégies de surface. Parce que si tu comprends les trucs fondamentaux, tu peux évoluer tes propres stratégies par rapport à ta situation. Alors que si tu copies des stratégies de surface parce que ça a marché pour quelqu'un d'autre, rien ne te dit que les piliers sont là. Tu vois, parfois, je vois des gens qui disent, OK, cette page de vente, elle a marché. Je vais faire la même structure en remplaçant les mots qui correspondent à mon produit. Mais le truc, c'est que la page de vente, elle ne marche pas par rapport à sa structure magique. Elle fonctionne parce qu'elle correspond, en gros, elle reflète la manière dont le prospect, lui, derrière, réfléchit à ça. Mais si son prospect, dans ton domaine, réfléchit de manière différente, ça ne marchera pas, tu vois. Ça Quand tu fais marchera du pas. Ouais. copywriting, il faut partir des premiers principes de ton marché, de ce qui parle aux gens et développer à partir de ça la structure. Et si tu fais l'inverse, ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça, c'est un truc important. Et moi, c'est ça que j'ai découvert quand j'ai commencé à m'intéresser à la pub Facebook, par exemple. En pub Facebook, il y a beaucoup d'éléments qui sont OK, tel truc, j'ai payé 3 centimes pour mes leads, et j'ai fait tel truc, et j'ai fait telle enchère, etc. Mais au final, ce que je voyais, ce qui correspondait dans les campagnes, c'est est-ce que l'offre ici, elle est impactante? Ouais. Est-ce que ça correspond à ce que les gens veulent? Est-ce qu'on les touche au bon endroit, etc. Et en fait, je découvrais que beaucoup des gains qui étaient potentiels, c'était des gains qui étaient en réfléchissant au marché, même sur un domaine qui est aussi processisé et complexe que Facebook lui-même. Et bien sûr, après, quand j'ai commencé à parler de copywriting, j'ai découvert que les gens me parlaient de trucs qui n'avaient aucune importance. C'est quoi la meilleure couleur pour mon bouton d'achat? C'est C'est quoi le meilleur incroyable. titre sur Ouais. cette page, etc. Des trucs qui n'avaient aucune importance. Alors que moi, Mm. je leur disais, écoute, voilà, ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est est-ce que la proposition de valeur que tu fais intéresse les gens? Parce que si de base, ta proposition de valeur n'intéresse pas les gens, et d'ailleurs, j'en avais eu des clients comme ça sur la pub Facebook, tu vois, des gens qui venaient me voir en me disant, Stan, sauve mon business, ça ne vend pas.
Ouais, mais en même temps, ton site, qu'est-ce que tu racontes, quoi? Ça n'a aucun sens. On ne comprend pas ce que tu présentes. Ouais, C'est pas de la pub Facebook, tu vois? C'est pas la pub Facebook, c'est un truc qui est bien pour c'est le quelque chose qui véhicule. marche déjà, mais pour un truc qui marche pas, c'est pas ça qui va le faire décoller, tu vois? Si ton business, il a Bien sûr. 0 vente, c'est pas moi qui vais le faire décoller en tant que consultant en pub Facebook. Tu vois, il y a un problème plus fondamental à ce niveau-là. Donc, pour toutes ces raisons, moi, c'est un truc que j'ai commencé à pousser très tôt. La deuxième raison, qui est un peu plus stratégique, c'est que quand tu écris un livre, si tu écris un livre sur des hacks qui vont se périmer rapidement, bah, ton livre, le temps qu'il s'imprime et le temps qu'il se vende, c'est dommage, tu vois. Ouais. Évidemment, la stratégie pour moi d'écrire un livre par rapport à là où j'en suis aujourd'hui sur YouTube, etc., c'est aussi un truc à poser quelque chose qui va pouvoir être un élément fondamental. Et dans 10 ans, les gens pourront dire bah, tiens, ce livre, c'est comme ça que j'ai débuté, tu devrais le lire. Parce que ce qu'il y a dans le livre, c'est les éléments fondamentaux. Et je pense que c'est une des erreurs que vous êtes fait dans son livre, c'est qu'il citait beaucoup de sites et beaucoup d'outils. Ouais. Moi, je me suis dit, on va éviter trop de citer d'outils parce qu'ils vont se périmer. On fera un bonus sur le site avec la liste des outils pour les gens et que je pourrais mettre à jour. Mais dans le livre, on va parler de fondamentaux, on va parler de psychologie humaine, des trucs qui ne changent pas. Donc, ils seront toujours, si tu apprends aujourd'hui dans le livre, ils seront utiles dans 5 ans et tu te diras, tiens, ce que j'ai appris, c'était cool. Et tu vas continuer à en parler autour de toi. Et puis, si tu découvres le livre dans 5 ans, tu te diras, bah, tiens, ouais, ce livre, il a des bonnes bases, c'est un bon endroit pour démarrer, il y a vraiment des trucs fondamentaux, etc. Et je pense qu'un livre, il est bon pour ça. Il est bon pour synthétiser beaucoup d'éléments qui sont profonds et faire des trucs qui, de préférence, se périment pas trop vite. Et est-ce que tu penses que l'empathie, parce que c'est de ça dont il s'agit, s'apprend? Est-ce qu'on peut apprendre l'empathie? Parce que la vente, c'est ça. Moi, c'est marrant parce que j'ai souvent je me rends compte que j'ai des gens qui vont copier mon profil LinkedIn, mais vraiment mot pour mot, mes propositions de valeur, tu vois, mes textes de vente. J'ai des gens qui copient comme ça sans réfléchir Ouais. justement à leur client, à leur market fit, quoi. Et est-ce que tu penses que pour certaines personnes, c'est foutu, ça sert à rien, ou alors est-ce que c'est une gymnastique qu'on peut commencer, peu importe notre personnalité, qui on est et tout. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont foutus et que tu récupéreras pas, tu vois. Mais il y a aussi des gens qui refusent, si tu veux, d'écouter les conseils ou refusent de changer leur manière de faire. Pour les gens qui sont prêts à changer leur manière de faire, je pense que ça s'apprend. Moi, je pense que pas que je suis quelqu'un qui soit naturellement. J'ai jamais été quelqu'un qui était extrêmement social. Je me souviens avoir été, quand j'étais plus jeune, je vais donner si tu veux, un exemple très spécifique. Quand j'étais en prépa, donc du coup, j'ai fait 2 ans de prépa école de commerce et à un moment donné, j'ai décidé que le prof de philo, il me servait à rien et que j'étais mieux servi à étudier par moi-même. Voilà, c'était la décision que j'avais prise. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir le prof de philo, j'ai dit bonjour monsieur, bah, j'ai pris la décision et je disais que vous me servez à rien et que je vais le faire par moi-même. Tu vois. Ce qui démontre un problème énorme simplement d'empathie, c'est-à-dire que si ton objectif, c'est de te sortir de cette obligation en te créant le moins de problèmes possible, tu vas pas dire à la personne qui a passé sa vie à faire ça en toute politesse, tu vois, je lui ai dit. Mais mon message restait de dire, voilà, bah, je pense que j'apprends mieux tout seul. Donc, ce que je suis en train de dire à la personne, c'est que là où il a consacré sa vie et son job ne sert à rien. Donc, forcément, il ne va pas être content. Tu vois. Et des gens qui s'est plutôt bien passé, et le prof philo, au final, l'a pas si mal pris que ça, mais la prof d'histoire, elle avait extrêmement mal pris. Voilà. Et ça démontrait, si tu veux, un manque de dire parce que ma position à moi était logique, je supposais que si expliquer ma position de manière logique à quelqu'un dont le travail est censé m'aider, il va comprendre ce que je suis en train de lui raconter. Aujourd'hui, je comprends que c'est totalement absurde. Parce que cette personne, c'est le job de t'aider. Au final, son job, c'est de faire son job. Il a son propre ego, ses propres préoccupations. Et de son point de vue, tu es juste un emmerdeur parmi 40 qui doit enseigner toute la journée. Et qui, en plus, est en train de lui dire que tu vas pas aller en cours. Donc, c'était un vrai problème. Et je pense qu'il y aurait probablement des manières de réfléchir. OK, bon, j'ai compris mon raisonnement à moi et pourquoi j'ai pris ma décision. Maintenant, l'étape numéro 2, c'est de comprendre le point de vue de la personne à qui je parle et de comprendre comment est-ce que lui va percevoir différents arguments et différentes raisons et comment est-ce que je fais pour qu'il puisse sortir de cette interaction sans avoir l'impression que son ego a été attaqué ou que sa valeur personnelle a été attaquée. Et ça, tu vois, je ne l'avais pas. Et c'est simplement un point de vue qui ne m'est pas venu à l'esprit. De me dire, OK, je vais prendre le point de vue inverse. Et Question de donc, ça, c'est quelque maturité, chose que j'ai peut-être? appris. Et c'est aussi une question de prendre des claques. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un marché, tu commences à dire des trucs et personne écoute ce que tu dis. Tu commences à dire, bah, OK, Ouais. pourquoi est-ce que ce que je raconte aux gens, ça les intéresse pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dis qui est pas bien? Et du coup, de manière naturelle, tu commences à te dire, bah, OK, il faut que je comprenne pourquoi est-ce qu'ici, j'ai un problème et ça marche pas et comment est-ce que j'obtiens ici ce que j'essaie d'accomplir. Donc, moi, j'ai commencé à pratiquer quand j'ai commencé dans la séduction. Bah, la séduction, c'est aussi quelque chose qui t'apprend ça. C'est-à-dire que tu apprends à voir la situation toujours du point de vue de l'autre personne. Et ça, c'est un des principaux problèmes de la plupart des gens qui commencent la séduction. C'est-à-dire que d'un côté, tu imagines que tu es vachement plus important que les autres.
et tu dis, putain, si je fais ça, tout le monde va penser que je suis un loser, que je suis un connard, etc. Alors qu'au final, la plupart des gens ne pensent pas du tout à toi. Donc au final, tu peux faire pas mal de S'en choses fiche. qui t'intéressent et les gens s'en foutent. Ça, c'est un premier truc de te sortir de ta tête pour avoir ça et simplement de voir de l'autre côté et de dire, OK, comment est-ce que les gens qui sont de l'autre côté de cette application, de l'autre côté de cette conversation, ont envie d'interagir avec moi et comment est-ce qu'ils vont percevoir différentes choses. Ça te force, c'est un premier exercice qui m'a pas mal aidé. Mais après, quand j'ai commencé mon business, j'étais aussi à faire une stratégie marketing qui était assez générique et du coup, ça marchait pas. Et je me dis, Ouais. OK, aujourd'hui, les gens, 1 milliard de sites sur lesquels ils peuvent lire des conseils d'instruction, qu'est-ce qui va faire que je leur apporte un truc qui est unique? Et c'est un peu une crise existentielle. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Qu'est-ce que je fais qui est utile? Et ça te force à poser cette question et ça te force à dire, OK, bah, je vais parler à une quinzaine de personnes et vraiment comprendre est-ce qu'il n'y a pas un truc sur lequel je peux les aider mieux que quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, tu fais ça et ton truc qui ne marchait pas commence à marcher. Tu dis, ah tiens, c'est cool. Et petit à petit, tu vois, tu commences à apprendre parce que tu es confronté, parce que tu n'as pas le choix. Tu vois, si une fois que tu es dans le business, soit tu fais ce travail d'avoir cette empathie, soit tu vas constamment te trouver dans une situation où ton projet ne marche pas et tu ne comprends pas pourquoi. Et forcément, si tu vois, quand tu commences à te poser la question, tu développes cette deuxième perspective qui est de dire, OK, j'ai compris pourquoi moi je faisais ça. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi l'autre personne va le faire aussi. Ouais, non, carrément. En termes de, on parle souvent de l'émotion et de la logique dans la vente, dans la persuasion. Toi, tu fais partie de quelle école? Parce que tu vois, tu as des mecs comme Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels, qui est à fond sur levier, c'est l'émotion. Tu as des personnes comme Frank Kern qui vont dire, voilà, il n'y a rien de mieux que la logique pour convaincre, quoi. Je pense que c'est une fausse dichotomie parce que beaucoup d'éléments, et moi, les tactiques qui me semblent le plus intéressantes sont entre les deux. Donc, l'élément qui est fondamental et à mon avis qui est incontestable, c'est que le moteur de décision et le moteur de motivation, ça sera toujours l'émotion. C'est-à-dire que tu peux dire aux gens pour toujours il faut sauver l'environnement, blablabla. C'est le jour où tu leur montres un pauvre ours polaire qui est en train de se noyer dans les eaux et qu'ils vont prendre une décision. Tu peux dire à quelqu'un toujours, ah tiens, il faudrait que tu perdes du poids, c'est pas bon pour ta santé, etc. C'est le jour où il va avoir une réaction émotionnelle, où il va se dire, tiens, ok, le levier de la motivation, et si tu penses à la manière dont tu vois, les gens vont se mettre à faire du sport ou à changer de job, etc. Et c'est toujours une émotion qui est forte qui va développer cette envie d'agir. Je pense que ça, c'est un élément qui est fondamental. Maintenant, quand tu réfléchis à la connexion entre la logique et l'émotion, pourquoi c'est une fausse dichotomie? Parce que dans beaucoup de cas, la manière de générer une certaine émotion, c'est de parler aux gens de manière logique. Et dans d'autres cas, la manière de faire un certain argument logique, c'est de partir d'une émotion. Donc, je vais donner les deux exemples. Donc, si tu veux établir une certaine émotion, donc je veux établir une certaine émotion que mon produit va t'aider à devenir plus productif. Et donc, je veux te faire ressentir cette émotion de dire, ah tiens, je suis organisé. Je peux dire de l'émotion. Vous allez être super organisé, ça va être génial, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça toute ma vie. Mais le truc, c'est que voilà, cette émotion, est-ce qu'elle va te parler? Maintenant, je vais dire, OK, ensemble, on va analyser les 3 raisons qui font que tu n'es pas organisé et on va voir ensemble quelles sont les raisons, les causes cachées de ton manque d'organisation et les méthodes qui vont te permettre de résoudre ça. Du coup, je suis en train de te parler de logique. Je suis en train de te dire, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, par exemple, un problème que tu as, c'est que tu essayes de faire des plans à trop long terme et que du coup, tu ne tiens pas tes délais et que du coup, ton plan est en retard et donc c'est un effet domino et tout est en retard. OK, la solution à ça, c'est que tu vas faire un plan uniquement sur la semaine, mais avec des objectifs de plus long terme, etc. Donc, en expliquant de manière logique aux gens la réponse à leurs questions, ce que je cherche à faire, ce n'est pas juste à expliquer de manière chiante et logique la solution, c'est aussi à évoquer l'émotion de dire, ah tiens, si simplement cette méthode qui me semble logique, je vais avoir ce résultat. Et donc, du coup, est-ce que c'est de la logique ou est-ce que c'est de l'émotion, cette technique? C'est un peu des deux. Parce que Ouais. la manière dont je vais générer l'émotion qui va générer cet achat, c'est en te parlant de la logique. Et du coup, il y a l'effet inverse. C'est-à-dire que, OK, tu veux faire un certain argument et tu veux dire aux gens, voilà, le copywriting, c'est important, il faut apprendre à copywriter pour développer votre business, etc. Tu vois? OK, super, mais tu me fais chier avec ton truc, il faut que j'apprenne, la formation, ça coûte cher, ça va prendre longtemps, voilà, tu vois? Comment est-ce que je vais déclencher, si tu veux, cette suite logique? Parce que pour qu'une suite logique, elle te parle, il faut qu'à un moment donné, il y ait un de ces arguments qui impacte ton émotion, soit au début, soit à la fin. Il faut que la conclusion, ça soit et voilà pourquoi ça va atteindre un objectif qui est important pour vous. Il faut qu'on commence par ça. Donc, par exemple, en copywriting, je peux dire, OK, imaginez quelqu'un qui arrive sur votre site, il arrive sur votre site, il regarde ça pendant 3 minutes, il ne comprend pas, il part et il ne revient plus jamais. C'est quelqu'un que vous avez perdu.
Et plus jamais vous allez pouvoir parler à cette personne et vous avez perdu votre seule chance de parler à cette personne et de la convaincre. Ok, là, c'est un argument qui est émotionnel parce que je viens de chercher sur l'émotion de perte. En gros, la peur de la perte, de dire, ah Oui. tiens, non, j'ai perdu un truc. C'est une émotion. Maintenant, je me sers de ça pour te dire, ok, logiquement, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour récupérer cette personne? Donc, j'enchaîne sur un argument qui est logique, de dire, voilà, vous auriez pu faire ça, et vous auriez pu faire ci, vous auriez pu faire ça, et voilà comment ça fonctionne, et voilà ce que nous dit la science de l'attention, et voilà, et ta, 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 ta. Et à la fin, j'arrive sur mon argument. Mais donc, c'est que toute ma structure émotionnelle, elle fonctionne parce que la fondation de base, c'est que tu avais une émotion que tu voulais acquérir ou que tu voulais éviter. La peur de la perte, l'envie du gain, l'envie de se sentir productif, l'envie de se sentir valorisé dans ses relations amoureuses, etc. Ce qui fait que les deux fonctionnent en symbiose et que la manière dont les gens raisonnent, la manière dont la logique des gens fonctionne, se base beaucoup sur l'émotion. Si tu me dis un truc qui est techniquement logique, mais émotionnellement, ça ne me semble pas correct, je ne vais jamais être convaincu. Inversement, si tu me dis un truc qui est émotionnellement persuasif, mais il n'y a aucune logique, je ne vais pas non plus être convaincu. Donc les deux, ils fonctionnent de manière… voilà, ils ne sont pas séparés, tu vois, dans ton esprit. Et il y a beaucoup de raisonnement qui est émotionnel. Et plutôt qu'essayer de dire aux gens, non, non, c'est pas bien le raisonnement émotionnel, il vaut mieux comprendre de comment est-ce que tu présentes ton information, y compris ton information logique et y compris ton raisonnement structuré, d'une manière qui va parler à leurs émotions. Donc par exemple, quand tu fais des arguments, comme je le fais là, donner des exemples, donner des illustrations qui vont parler à l'émotion des gens pour leur permettre de mieux comprendre la logique que tu leur présentes. Et c'est une concession que tu fais à l'émotion au sein de ta logique, mais qui rend aussi ta logique plus efficace à la fin. Oui, c'est au service de la logique. Ouais. Du titre du livre, Votre empire dans un sac à dos, finalement, tu parles de nomadisme digital. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle aspirent beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui? Et quel est l'avenir du nomadisme digital? Je pense que le nomadisme digital, ça fait rêver pas mal le monde, parfois à tort. C'est-à-dire que cette idée que tu vas pouvoir voyager tout le temps aux quatre coins du monde et passer 3 semaines ici, 3 semaines ici, euh, c'est cool, tu vois, c'est cool de le faire et tu vis un peu le rêve. Mais si tu as des ambitions de construire quelque chose, ça peut avoir des limitations. Tu as plus de mal à te concentrer et à te poser, à faire ça. Je pense en revanche que ce qui a énormément de valeur et ce qui est vraiment l'avenir, c'est simplement de séparer ta localisation géographique et ta source de revenus. Parce que là, il y a énormément de choses qui s'ouvrent. Dans mon cas, je ne suis pas le plus grand voyageur au monde, mais par contre, j'habite à Bangkok avec tout ce que ça a en termes d'avantages, en termes de style de vie, en termes de coûts, en termes d'accès que j'ai à une certaine communauté d'entrepreneurs, etc. Et bien sûr, je peux travailler avec des gens dans tous les pays via mon business model. Et je pense que cette idée de dire, je ne te dis pas que tu es obligé d'être nomade digital et d'aller faire le Pérou, le Mexique, la Thaïlande, Bali, tu vois, pas forcément. Mais peut-être que tu as envie d'habiter en France, dans une petite ville de province et pas être en train de te dire, ouais, mais est-ce qu'il y aura du boulot? Et pas être en train de te dire, ah tiens, il faut que je cours un autre job, il faut que je déménage, tu vois. Cette idée de pouvoir avoir une source de revenus qui est déconnectée de ta localisation géographique, ça a énormément de force. Et moi, dans mon équipe, on travaille comme ça. C'est-à-dire que dans mon équipe, quand il y a quelqu'un qui veut, pour une raison X, Y, déménager quelque part, il peut continuer à travailler. Et je n'ai pas envie, moi, en tant qu'employeur, de perdre des talents pour une raison aussi débile que, bah, tiens, j'ai envie de déménager là-bas. Peut-être que tu vois, il y a une histoire de couple ou il y a plein de raisons de vie qui peuvent faire que les gens déménagent. Ils n'ont pas envie de démissionner, mais ils seraient obligés de le faire si j'avais un bureau et je leur dis, il faut que vous soyez ici. Et je pense que avoir ce contrôle-là sur ta localisation géographique, c'est une grande, grande source de liberté parce que beaucoup de choses dans ta vie en dépendent, que ce soit les gens avec qui tu peux passer ton temps, l'accès que tu peux avoir à ta famille. Voilà, si tu es passionné, je sais pas, de faire du ski, tu peux aller dans des gens où tu pourras faire du ski tout le temps. Si tu es passionné, j'ai des potes qui font du kitesurf, ils sont en Thaïlande 3 mois par an à faire du kitesurf et voilà. Et ils continuent à bosser, ils font leur kitesurf et ils sont super contents. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. Même si tu n'es pas forcément en nomadisme, tu vois, mais simplement cette liberté d'action. Tu avais fait une vidéo assez drôle d'ailleurs sur ta routine à Bangkok, enfin, sur le fait d'être nomade digital au bord de la piscine. Finalement, toi, c'est pas du tout ta vie au quotidien. Tu as une routine, je sais, assez bien rodée. Est-ce que tu peux nous dire rapidement à quoi ressemble une journée de Stan Ouais. Leloup? Donc, je vais donner ce que je fais aujourd'hui, ce qui est proche de ce que je te disais dans la vidéo, mais qui a un petit peu changé. En ce moment, ce que je fais, c'est que je me lève à 6h30. Il faut savoir qu'ici, le jour se lève très tôt et se couche très tôt. Donc, c'est une heure assez raisonnable pour se lever. Je me lève à 6h30. Je vais le matin faire à manger. Je vais manger. Après, je vais faire une petite marche comme un papy dans le quartier. Je vais faire une petite marche le matin pour réfléchir un petit peu à ma journée. Une fois que j'ai fini ma marche, je vais aller bosser. Généralement, je suis à mon bureau à 8h30 jusqu'à midi et demi, je vais bosser. Et le matin, j'écris généralement. Donc, le matin, c'est vraiment la partie créative. L'après-midi, c'est le moment où je vais faire des appels.
Et c'est le moment où je vais faire des tâches plus managériales, des emails, des trucs un peu plus fragmentés. Le matin, j'essaie d'avoir un bloc, en gros, de 4 heures où personne ne me parle. Et ça, c'est aussi un avantage de vivre en Asie. C'est que par rapport au décalage horaire, en fait, on a Ouais. 6 heures d'avance sur vous. Donc, en fait, quand mon équipe en France ou quand les gens en France ont envie de faire des appels avec moi, en fait, pour moi, il est déjà 14 heures. Donc, ensuite, après ça, je vais aller déjeuner. Je vais revenir bosser l'après-midi. Donc, l'après-midi, je vais faire des calls, je vais faire les interviews, je vais faire les emails, les trucs administratifs, toute la journée, le rôle un peu plus de manager. J'essaie de terminer. Dernièrement, j'ai terminé vachement tard. Tu vois, aujourd'hui, je vais terminer à 19 heures parce que j'ai beaucoup d'appels. Et pour le coup, c'est le côté désavantageux du décalage horaire, c'est que ça termine un peu plus tard. Mais généralement, j'essaie de terminer vers 17 heures. Je vais aller faire du sport. Dernièrement, je me suis mis à nager. Avant j'allais beaucoup courir. Récemment, je me suis mis à nager. J'essaie de faire du sport tous les jours. Après ça, je vais rentrer chez moi. Je vais dîner. Je vais faire ma méditation avant de me coucher. Je vais lire mon livre. Je me couche et voilà, je me réveille. Donc, c'est une routine assez répétitive. C'est juste que pour moi, ça fonctionne et ça me plaît bien. Ça me permet d'être efficace. J'ai quand même du temps, tu vois, pour passer avec ma femme, pour passer chez moi, pour lire des livres. Tu vois, j'ai quand même le temps de lire, de m'enseigner. Quand tu regardes ma routine du matin, elle prend 2 heures, tu vois, donc j'ai aussi un peu le temps de prendre. Mais je sais que les choses seront faites. Je sais que ma méditation est faite. Je sais que mon sport est fait. Et je sais aussi que j'aurai ces plages de temps ininterrompues de 4 heures par jour, qui est en fait la seule manière dont moi je peux faire des trucs qui sont la valeur ajoutée dans mon business, c'est-à-dire écrire une vidéo comme je le fais, ce sont des vidéos qui sont très longues à faire, Ouais. euh, le faire au moment où ça te passe par l'esprit, au moment où tu as l'inspiration, tu la termineras jamais. Tu vois, écrire un livre, c'est écrire un livre quand l'inspiration te frappe, ça n'arrivera jamais. Tu vois, c'est bien d'avoir une plage de temps chaque jour où tu es plus ou moins enfermé. Et maintenant, ce que j'ai, c'est un élément que je n'ai pas mentionné, c'est que j'ai un bureau qui est séparé de mon appart. Donc, j'ai un deuxième appart en fait dans mon même immeuble où je vais simplement pour bosser, qui a aussi un autre avantage d'habiter en Thaïlande, parce que tu peux facilement prendre des bails pour 6 mois et faire un truc, tu vois, et puis c'est Ah moins cher. oui. Ouais, pratique. Non, mais ouais, non, la routine, c'est de toute façon, je pense, c'est quelque chose d'essentiel pour développer son business. Hein, tu peux pas faire ça à l'arrache et compter que sur la motivation. Écoute, bah, moi, c'était un plaisir de te parler. Je voudrais simplement savoir ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Tu as un podcast et une chaîne YouTube à succès. Tu seras bientôt auteur à succès. C'est quoi la suite? Grosso modo, la vision que j'ai aujourd'hui sur mon business est la suivante. C'est que j'aime beaucoup ce que je fais, mais ça a des limitations. Donc, en gros, tant que je crée du contenu, aujourd'hui, tu vois, je suis pas en mode, tiens, je vais engager des gens pour écrire sur ma chaîne et on va productiser le truc, enfin, on va industrialiser le truc et faire du contenu, etc. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est continuer à faire mes vidéos et continuer à faire mon podcast et continuer à faire mon truc. Ça veut dire que je peux continuer à faire plus de qualité, mais je ne pourrais pas exploser en volume. Mhm. Et de toute manière, enfin, je veux dire en volume de production, on va dire, tu vois, en volume de création. Je ne peux pas facilement recruter des gens pour repliquer ce que je fais. Et donc, ce que je continue à faire, c'est continuer à faire ce que je fais. Cette année en particulier, ce que j'ai envie de faire, c'est régulariser ma production de contenu. L'année dernière, avec le livre, l'année dernière, j'ai recruté beaucoup de gens aussi. Donc, ça a été une année où j'ai publié peu sur YouTube, même si, heureusement, les vidéos que j'ai publiées, pour le coup, ont cartonné, ce qui fait que j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Mais j'ai publié, en fait, 11 vidéos sur l'année, ce qui est très peu quand tu penses que c'est mon principal canal de trafic. Donc, je vais revenir pour moi maintenant que le livre sera sorti, sur les bases, hein, d'être un peu plus revenir sur les fondamentaux sur certains aspects. Et d'un autre côté, maintenant que j'ai mon équipe qui est développée, on a la possibilité maintenant de développer des projets qui sont annexes à Marketing Mania, qui sont relativement indépendants. Et la vision que j'ai aujourd'hui, c'est de me servir de mon audience, me servir de mon équipe pour développer d'autres projets qui vont être annexes et qui ne vont pas dépendre de moi, puisque Marketing Mania a cet avantage que c'est de la création de contenu, donc c'est super cool pour moi à faire, mais c'est inconvénient qu'il y a plein de tâches qui sont de création de contenu que je n'ai pas envie de déléguer. Et donc, du coup, une manière de développer ce business, c'est plutôt qu'avoir un système pyramidal en recrutant des gens pour me remplacer, c'est d'avoir des gens qui travaillent pour moi, qui se forment et qui ensuite vont pouvoir monter des business qui vont être quasiment entièrement autonomes, puisque moi, je n'aurai pas le temps de micromanager 50 business et en même temps faire mon contenu et avoir ça. Donc, c'est la vision que j'ai aujourd'hui, donner plus d'autonomie à mon équipe, pouvoir monter des business qui sont annexes. On a déjà pas mal d'idées qui sont en incubation. Et tu vois, à terme, un truc de faire un incubateur ou d'aller trouver des gens qui ont des projets, etc. Je ne sais pas du tout comment structurer ça, mais c'est des idées qui, moi, m'intriguent pour pouvoir continuer à monter plus de projets sans avoir besoin de passer moins de temps, en fait, sur le cœur de ce que moi j'aime faire, ce que je sais faire, ce qui m'apporte des résultats, qui est la création de contenu. Ok.
Super. Bah, écoute, où est-ce que les gens pourront acheter votre empire dans un sac à dos? C'est la sortie ça sort le 31 janvier, c'est ça, si je me trompe pas? Ça sort le 30 janvier. 30 janvier. 30 janvier, je t'avais dit 31 et en fait, non, c'était le 30. OK. La date a été, a été avancée d'un jour. Donc, si les gens vont sur marketingmania.fr/empire, il y aura une page avec tous les détails. Après, le livre sort chez un éditeur traditionnel, donc sera disponible dans toutes les librairies, à la Fnac, sur Amazon. Le titre, c'est Votre empire dans un sac à dos. Selon le moment où les gens voient cette vidéo, on va mettre en place des bonus pour les précommandes, pour les gens qui achètent rapidement, etc. Et tout ça sera sur la page marketingmania.fr/empire. Et tous les liens Et le seront lien dans la évidemment en description. description, toujours. Bah, merci en tout cas, Stan, pour ce petit temps, à parler ensemble. C'était vraiment cool. Merci Yann, c'était très sympa à toi de m'inviter. À très vite et plein de succès à toi. Merci à toi, à bientôt.